souhaite la bienvenue. Merci. Merci d'être là. Vous savez que c'est notre 15e cette année. Ça fait 15 ans qu'on souligne la journée de la femme. Alors, ça me fait toujours plaisir de vous voir. Alors, vous avez été conviés ce soir par le secteur femmes de l'Érable dans le cadre de la Journée internationale des femmes. Et notre thème cette année, c'est des clés à la portée de toutes. Des clés qui expriment les nouveaux espaces conquis par les femmes dans notre société et surtout l'importance d'utiliser les différentes clés disponibles pour progresser sur la route menant à une société plus juste et égalitaire. À cet égard, vous trouverez, à l'endos de vos billets, les gains faits depuis 1900 à aujourd'hui. Alors, c'est pour ça qu'on vous les a laissés. Alors, ça nous dit pourquoi les femmes se réunissent et pourquoi les femmes luttent. Alors, je vous rappelle ce qui est inscrit, soit qu'en 1929, on est reconnu comme une personne. C'est quelque chose. En 1940, j'ai le droit de vote. En 1971, j'ai droit à un congé de maternité. En 1974, j'ai droit à des services de garde. En 1983, j'ai droit au partage du patrimoine familial. En 2006, j'ai droit au régime d'assurance parentale. Alors, demeurons en action pour demain et l'avenir de nos enfants. Vous savez, rester, se regrouper comme ça devient une force. Alors, si jamais on a à se mobiliser pour une raison ou une autre, vous savez que ça existe. Alors, je profite de ce moment pour remercier les fidèles partenaires, qui sont les associations féminines, qui sont celles qui vendent nos cartes, qui vous approchent, mesdames, et qui sont généreusement là, des ambassadrices de cet événement. Également, un merci à la Tabégie Bélanger et au Centre d'action bénévole qui ont accepté d'être nos dépositaires de billets. Votre appui nous est précieux car vous êtes un élément essentiel à la réussite de cette activité. Je tiens à remercier également l'Association des proches aidants d'Arthabasca-Érable, dans la personne de Mme Linda Bouchard et Mme Marlise Baucher, d'avoir accepté d'être présente ce soir afin de vous donner de l'information sur leur service. Ces dames vont nous quitter dans peu de temps, mais par contre, elles nous laissent tous les pamphlets d'information. On a eu plusieurs années où on a fait des activités sur les proches aidants. Alors, ça a débouché sur des services. Alors, ceux qui veulent en savoir davantage, à la pause, peu importe, je vous invite à aller chercher des dépliants ou à vous enquérir d'informations. J'inviterai maintenant Lucie à venir prendre la parole pour nous présenter ce qui est l'image de le visuel finalement de Journée de la femme et la pancarte ici. C'est dommage qu'il ne soit pas plus grand parce qu'il est très beau, mais vous le voyez un peu. C'est les clés, ils veulent exprimer les nouveaux espaces conquis par les femmes dans notre société et surtout l'importance d'utiliser les différentes clés disponibles pour progresser sur la route menant à une société plus juste et égalitaire. Il y a des clés tout au long sur la corde à linge ici. Le visuel évoque, par l'illustration des clés et des vêtements, les femmes œuvrant dans les services publics et privés, dans des métiers majoritairement masculins ou encore la diversité des femmes. Les vêtements, étendus et reliés entre eux sur la corde à linge, démontrent la nécessaire solidarité entre les femmes pour prendre en compte les divers enjeux qui les touchent concrètement, entre autres la conciliation des responsabilités familiales,
sociale et professionnelle. Les clés ou objets suspendus sur la corde à linge, exemple le petit baroir qu'on voit là, réfèrent aux soins à donner à la famille, aux enfants, aux personnes vieillissantes. La clé à molette illustre l'entretien de la maison, ou encore la clé de sol représente les besoins de loisirs. En arrière-plan, on peut voir les immeubles où jaillit un rayon de lumière qui transperce les plafonds de verre, où s'ouvrent de nouveaux horizons et espaces à conquérir. Ça continue. On est tous ensemble sur la corde à linge pour aller plus loin. Merci. Ah oui, c'est André maintenant, je m'excuse. Bonsoir, mesdames. Alors, la conférence de ce soir s'intitule « Ma voisine dérange, portrait de femmes d'un autre siècle ». Elle est organisée par le secteur femmes de l'Érable, dont voici les membres que j'inviterai à s'avancer au fur et à mesure. Alors, Jocelyne Bourvon, syndicat des agricultrices, Mercedes Beauchamp, Lucie Vigneault, citoyenne engagée, Monique Arsenault et Claire Guimont, Cercle d'infirmières de Plessisville, Micheline Comtois, qui est absente ce soir de l'unité d'Origny, Suzanne Lavigne et Suzanne Labrie et Sylvie Lavigne, pourtant le café n'est pas pris, la Maison des femmes des Bois-Francs, ainsi que moi-même du citoyen engagé. Alors, c'est tous bon. André Dodridge. Alors, avant de vous présenter notre invitée ce soir, Mme Michelle Mégélina, j'inviterai Mme Christine Boucher et Mme Céline Vigneault du Gym Génération L à nous faire expérimenter une petite séance d'exercice. Alors, bonsoir, mesdames. Vous êtes si belles, toutes jolies, vous sentez le parfum, vous êtes toutes coiffées. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? En général, quand on va s'entraîner, on n'est pas maquillé. On arrive avec notre mou, nos running shoes, un jeunesse, le parfum. C'est super ce soir, il y a une personne ou deux que je connais à chaque date. C'est des gens qui font de l'exercice à tous les jours, sinon 3 fois par semaine. Félicitations, merci d'être là, c'est fantastique. Merci beaucoup à la belle équipe qui ont pensé à nous de nous inviter. Restez nerveux. Excusez-moi, je ne suis pas ça, c'est pas mon fort, comme ça. Mais j'aimerais surtout remercier d'avoir pensé à nous, parce que nous, on est dans l'histoire. Parce que tout à l'heure, on a nommé les biens, mais nous, en 2012, on a fondé la coopérative pour femmes seulement, pour le gym générationnel. On est juste des filles. Fait qu'on s'est battu pour l'avoir. Puis on l'a eu, puis on travaille à tous les jours pour le garder. Fait que c'est beaucoup pour nous autres. Fait que c'est pour ça qu'on est fiers d'être ici avec vous. Madame Céline Vigneault, qui est ma vice-présidente du conseil d'administration, parce qu'il y a un conseil d'administration, a peut-être un petit quelque chose à vous dire. T'en profites, toi. Elle aime ça donner sa place. Mais je ne suis pas mieux qu'elle, je suis aussi énervée avec elle. Mais moi, je peux vous dire que, d'après mon expérience à moi, ça fait 3 ans et demi que je vais faire du gym, presque régulièrement, de 2 à 3 fois par semaine. Et puis, ça ne m'a pas fait maigrir. Non. Oubliez ça, là, j'ai mangé pareil comme avant, sauf que j'ai plus d'endurance physique. Puis tout à l'heure, je regardais Lucie qui nous parlait de ça. Il faudrait ajouter une clé. La clé de l'exercice physique. La santé. C'est la santé, en fait, l'exercice physique. Là. Ça va, tu as pensé, tu dis, aïe, oups, on se relève. Là. Non, il faut y aller jusqu'en bas, là, tu regardes, en bas. Des fois, on crampe, mais on revient. C'est ça qu'il faut faire. Puis, des défaites, on en a toujours des défaites.
oh, j'ai pas le temps, oh, ça me tente pas, oh, ça va être trop fatigant, oh, je vais avoir mal ici. Non, c'est pas ça qu'on part pour il faut. C'est comme ça qu'on apprend à être en forme. Je vous souhaite une bonne soirée. Hey, c'est bien. Elle me disait qu'elle n'avait rien à dire. Hey, bravo, c'est mon thé. Merci. Oui. Alors, normalement, je vais avoir un petit peu de musique, mais ça ne marche pas là-dedans. Fait que ça ne fait rien. Moi, je vais vous inviter à vous retirer un petit peu de vos chaises, parce que là, il faut ouvrir un peu les capacités. La quantité de dessert qu'il y avait à la table, je vous fais bouger un petit peu. Prenez place. Il y a de la place un peu partout. Soyez à l'aise. Ça va être confortable. Il y en a qui me connaissent. Vous savez à peu près à quoi ça va ressembler. Je ne voudrais pas trop bouger. Est-ce qu'on est bien droit? Vous m'entendez bien? C'est juste pour vous donner une indication. Vous avez bien mangé. C'est ici, c'est du sucre et vous avez des énergies. Là, on est assis. On va tout simplement prendre le temps de bien respirer. On va juste ouvrir les pieds un peu à la largeur des épaules. Juste pour et on va respirer. Là, on prend de la bonne énergie. On respire. On fait passer à notre collègue à côté. Et on descend. Sinon, on prend la place, on s'avance. Il faut la prendre, sa place. Encore une fois. On se lève. Là, vous me direz 10 minutes, les filles, hein, parce que moi, je vais faire une demi-heure. Tout doucement, on va rester les mains en haut. On étire, une en haut, tout doucement, une en bas. Je reviens, on étire encore. Puis là, si on veut bien travailler, là, on contracte les abdominaux, on rentre le nombril dans le dos. Ça, c'est pas facile. Hein? Puis on serre les fesses, les filles. Ça, c'est d'autres choses. Tout doucement. Exactement. Plus qu'on serre, plus que ça travaille. Extension. Maintenant, on va descendre une main en bas, pousser vers le sol et pousser vers le ciel. Les deux paumes de main vont aller chercher l'énergie. On va bien étirer. Là, on est en train de travailler vraiment les salons. On revient, on repousse, on échange, puis on étire un petit peu. On prend son temps. Je reviens tout doucement encore en extension. On descend. Là, il y en a qui ont mal aux épaules, sûrement. Fait qu'on essaye de faire ce que l'on peut. Si je suis capable de me rendre ici, je me rends ici. Et si je peux aller plus loin, pour aller chercher le maximum de ma capacité physique, j'y vais. Tout doucement. Sur le côté. Doucement. On revient. Là, il n'y a pas beaucoup de place, hein, ça limite, c'est sûr. Voilà. On y va encore une fois. Tout doucement. Prenez le temps de bien respirer. C'est bien important. Et maintenant, on laisse aller les deux bras comme ça. Et on bouge les épaules. Et on et 2, 3, 4. Là, en bougeant, n'oubliez pas, là, le nombril, il faut que ça soit un petit peu rentré. 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est le fun, ça bouge avec un sourire, c'est bon. 5, 6, 7 et 8. On va mettre les deux épaules devant. On enlève le point de pression. On va en arrière. Et 1. Devant. On décolle les omoplates. Prenez vos deux mains, décollez vos épaules. Et on va aller toucher les deux mains en arrière. Tout doucement. Encore une fois. Ça, on enlève des points de pression. Pour ceux et celles qui travaillent, qui font de l'ordinateur, beaucoup de lecture, c'est super bien. Comme ça. Tout simplement. Poussez les deux mains devant. On étire. On fait un beau dos rond et que ça fait du bien. Pareil comme un petit minou. On pousse, on pousse. Et là, le minou est rendu sur le comptoir. On étire. Juste un petit peu sur le côté. Là, on laisse la place. La colonne vertébrale, elle laisse la place. On respire bien, on donne de l'oxygène, tout doucement. Et on relâche. Là, normalement, il y a de la musique. Là, on swing un peu. On marche. Et... on va loin en marchant comme ça. Hein? On peut marcher longtemps comme ça. Hey, c'est beau de voir ça. Hein? C'est fantastique. 5, 6, 7 et 8. Là, maintenant, on va bouger un petit peu les hanches sur le côté. Là, on va contracter un petit peu les abdominaux. On va manger du sucre, c'est que ça travaille. Ça va donner un coup de main digéré. Poussez les coudes sur le côté. Et
Ah, on fait toujours attention à notre partenaire à côté. Hein? 5, 6, 4, 5, 6, 7 et 8. Les deux mains sont bien rassemblées ensemble. Tournez. Et 1, et 2, et 3. On colle les deux mains ensemble maintenant. Face à face, paume à paume. On va faire exprès, on va pousser devant. Bon. Là, on va descendre un petit peu. 1, 2, 5, un petit peu, 2. Ça fait du bien. 3. N'oubliez pas de respirer. 4. 5. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. 6. C'est bien. 7. Et encore une fois, 8. On reste en haut. Maintenant, on va bouger les extenseurs. Regardez comme les... il me reste 2 minutes. Oh, mon Dieu! Oh, ça n'a pas d'allure. Pareil comme les... Comment ça s'appelle? Les danses de ballet. Oui, c'est ça. Bon, maintenant, on a un petit peu de place. On tourne, les filles. Allez, on a parlé de bedaine. On parle un peu. Allez, on tourne. C'est bon. C'est bien, encore un petit peu. On va travailler. On va faire de l'autre côté. On inspire, poussez vos énergies vers le ciel. Allongez devant vous. Remontez. Et respirez. Encore une fois, tous ensemble. On l'inspire. Poussez. Allongez vers vous. Allez chercher des belles énergies. Tout doucement. Jusqu'au cœur. Le cœur, c'est le moteur. Ça fait du bien. Et reposez. Et voilà. Alors, merci mesdames de nous avoir fait bouger. Alors ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Michèle Gélina. Madame Gélina est professeure d'histoire au Cégep Maisonneuve de Montréal. Elle détient une maîtrise en histoire et est lauréate d'une bourse au programme de soutien à la recherche de la Bibliothèque des Archives nationales du Québec. Elle est l'auteure de nombreuses publications, dont le dernier est l'objet de notre conférence ce soir. Ma voisine dérange, portrait de femmes de notre siècle, qui relate la vie de 21 femmes à rebours de leur époque. Sans tarder, j'invite Mme Gélina à nous partager la vie édifiante de ces femmes. Bonne soirée à tous. Bonsoir, mesdames. Quelle belle gang! Je m'en venais de Montréal cet après-midi au beau soleil. J'étais de bonne humeur, mais je pense que je sais pourquoi. Franchement, là, je suis vraiment épatée. Là. Je suis vraiment contente d'être ici avec vous ce soir pour vous parler de mon dernier bébé, ma voisine dérange, qui est le fruit d'une longue démarche que je vais vous résumer assez rapidement. Mais je vous regardais tout à l'heure et je me demandais combien de femmes ici ont été aussi chanceuses que moi dans ma vie d'avoir une mère extraordinaire, une mère qui défonçait des portes, mais surtout une mère qui parlait beaucoup et qui me racontait beaucoup de choses. Elle me parlait de sa jeunesse. Elle est née en 1932 dans un petit village de Mauricie. Elle me contait les histoires que sa mère lui racontait. Ma grand-mère est née en 1890, qui elle-même lui racontait des histoires de sa mère et de sa grand-mère. Je ne savais pas à ce moment-là quel trésor j'avais. Je l'ai réalisé plus tard, comme ça arrive souvent. Je me suis ramassée avec des anecdotes, des histoires de famille. Je me souviens, entre autres, qu'elle me parlait de mon arrière-grand-mère, Théophita, que les gens appelaient Tafita, qui était une sainte femme, obéissante à son mari, au curé, pieuse, toute dévouée à ses enfants, particulièrement à ses garçons. L'image qu'on a eue à la petite école de la Canadienne française, parfaite. Elle me parlait aussi de mon arrière-grand-mère Marie-Louise, un peu moins parfaite, qui s'est
Je me souviens que l'expression, c'était « elle avait la patte un peu légère ». Elle s'est mariée enceinte, déjà mère d'une petite fille de 2 ans. Et pour agrandir le scandale autour d'elle, elle demeurait dans un petit village où il venait des Américains, beaucoup pour aller à la pêche. Et mon arrière-arrière-grand-mère était bilingue, donc on l'engageait pour faire l'interprète et elle pouvait partir en forêt là, pendant 2-3 semaines avec des hommes. Là. Disons que ça n'avait pas amélioré sa réputation. En tout cas, c'est ce qu'on me rapportait, moi, quand j'étais jeune. Est-ce que c'était exactement ce que les jeunes pensaient à son époque? C'est plus difficile à dire. Ces femmes-là dont je vous parle, elles vivaient toutes dans le même petit village qui s'appelle Hunterstown, en Mauricie. Vous devez connaître le Baluchon? Oui. Tout le Québec connaît le Baluchon. Donc, quand vous en allez au Baluchon, là, vous passez un village qui s'appelle Saint-Paulin. Et là, vous tournez comme ça pour aller au Baluchon. Vous regardez de l'autre barre, mais ne conduisez pas, là. De l'autre côté, vous allez voir, il y a des petites maisons, là, posées, là, un peu tout croche. Il y a une rivière, un petit pont, un barrage. C'est ça, Hunterstown. Toute ma famille maternelle s'est retrouvée là au milieu du 19e siècle. Puis moi, j'ai fait, il y a presque 10 ans maintenant, comme beaucoup font, c'est-à-dire, je voulais connaître mes ancêtres, donc j'ai fait ma généalogie. Et là, je me suis retrouvée avec une liste de noms. J'étais toute excitée, mais ça a baissé assez vite parce que je voulais les connaître. Et une liste de noms, ça ne nous fait pas connaître les gens. Alors, à ce moment-là, comme je savais que mes ancêtres étaient pauvres, locataires, dans un village ouvrier, illettrés, pour les connaître, il fallait que je fasse l'histoire du village. C'est ce que j'ai fait il y a une dizaine d'années, et ça a été mon premier bébé personnel, je vous dirais. Ça s'appelle le poste de Hunterstown, au temps des patrons américains. J'ai pris presque 5 ans pour faire ça, et quand j'ai terminé, j'étais triste, parce que j'avais l'impression que je laissais les miens, laissais ma famille. Mais pour faire ça, il faut lire beaucoup d'archives, des documents d'époque, puis tout ça, mais on commence toujours par lire les histoires de village aux alentours, pour voir s'il n'y aurait pas des petites affaires. Quand je lisais mes histoires de village, de temps en temps, rarement, mais de temps en temps, une ligne ou deux sur une femme. Toujours une femme ridicule ou fofolle ou des histoires qui ont été écrites il y a une centaine d'années sur des villages font juste la place aux hommes, là, comme toutes les histoires, là, pas juste le village. J'en avais pas besoin de ces petites affaires-là, parce que j'ai mis ça en arrière là, de ma tête. J'ai terminé ça. Puis après, une fois par hasard, parce que mes hasards à moi sont des hasards d'archives, parce que c'est ce que je fais beaucoup, je suis tombée sur la correspondance entre le gouverneur de la Nouvelle-France, puis plus tard à la jonction de la conquête anglaise, le seigneur de Trois-Rivières et sa fille, comme une correspondance en trio. Le seigneur de Trois-Rivières écrivait au gouverneur, puis la fille du seigneur de Trois-Rivières écrivait au gouverneur. Parce qu'elle avait rencontré un soldat britannique dont elle était tombée amoureuse. Et son père ne voulait pas. Donc, il écrivait au gouverneur pour dire « déplacez-le, on va y aller ailleurs ». Puis elle écrivait au gouverneur, 20 ans, elle va effronter, elle écrivait au gouverneur « non, déplacez-le pas, je suis amoureuse, je veux le marier ». Il y a à peu près une quinzaine de lettres, c'est comme un roman Harlequin. J'ai lu ça avec beaucoup de plaisir et elle a gagné parce qu'elle a marié son soldat. Son père est mort 2 mois plus tard, je ne sais pas si ça a un lien. Et quand j'ai fini de lire ça, elle s'appelait Manette, ça fait tellement vieille France. Là. Et quand j'ai fini de lire ça, j'ai comme, dans ma tête, j'ai fait un lien entre elle et son histoire d'Arlequin, d'amour, puis tout ça. Puis les 2-3 lignes que je lisais de temps en temps, dans des petites histoires de village où c'était des femmes un peu qui avaient fait des drôles d'affaires qu'on ridiculisait. Je me disais, pourquoi je fais le lien? Qu'est-ce qui se passe là? Et j'ai fini par comprendre que je les voyais un peu comme des femmes exceptionnelles. Des femmes qui avaient défoncé des portes de façon bizarre, semble-t-il, dans certains cas, pour diriger leur vie, pour orienter leur vie. Alors, quand j'ai eu ce flash-là, je me suis dit, si j'en trouve une douzaine, j'aurai quelque chose à faire avec ça, ça me fera du matériel intéressant. Donc, je me suis mis à chercher pour trouver une douzaine de femmes qui avaient fait des choses exceptionnelles à leur époque. Là, je vous parle de femmes qui aujourd'hui auraient 210, 220, 250 ans à peu près. Pour me donner plus de misère, parce que j'aime souffrir,
J'ai choisi une période plus ou moins restreinte de 2-3 générations de femmes, là, entre la conquête anglaise et la Confédération, donc une centaine d'années. J'ai choisi un territoire petit, de Trois-Rivières à Masquinongé, c'est la rive nord du fleuve, avec des villages qui s'ajoutaient au fil du temps. Parce que trouver des femmes exceptionnelles dans l'histoire du monde, c'est plus ou moins facile. Je voulais que ça soit difficile. Donc, j'ai cherché et j'ai trouvé. J'ai trouvé beaucoup, beaucoup plus que je pensais, beaucoup plus facilement que je pensais. À un moment donné, j'en avais une trentaine. Alors, je me suis dit, bon, arrête là, parce que tu as fait une erreur. Il y en a trop. Il y en a de toutes mes générations. Il y en a des jeunes, des plus âgés, qui font des choses comme ça, là, qui perturbent leur entourage. J'en ai des mariés, des célibataires, des anglophones, des francophones, des pauvres, des riches, des femmes de ville, des femmes de campagne. J'en avais partout. Et d'où m'est venue l'idée de ma voisine dérange. Parce que tout le monde en avait une femme dérangeante comme ça, dans son entourage. Que ce soit une belle-sœur, 2 bancs plus loin à l'église, ou n'importe quoi. Tout le monde, je ne peux pas croire, avec la facilité avec laquelle j'ai trouvé ça, facilité relative, que tout le monde en avait pas. Donc, j'ai fait un tri dans ma trentaine pour enlever des histoires répétitives et j'en ai ressorti 21 petites histoires de femmes qui ont chacune leur particularité. Ce qui est, je vous dirais, peut-être le plus difficile à faire quand on travaille ça, c'est de ne pas transporter nos valeurs d'aujourd'hui avant. Ne pas porter de jugement avec ce qu'on a, ce qu'on vit. Il faut avoir des indices pour comprendre comment les gens jugeaient des situations à l'époque. Et il fallait que je trouve des indices aussi de ces jugements-là. Donc, je vais vous en présenter quelques-unes. Et justement, là, pour la question du jugement, des valeurs et tout ça, je vais commencer par vous en présenter qui ont fait à leur époque des choses considérées comme étant totalement inacceptables et qui, aujourd'hui, faire la même chose, c'est banal. Il n'y a personne qui va s'occuper de ça. Donc, un changement radical au niveau des valeurs. Je vais commencer par vous parler d'Angèle. Je ne vous nommerai pas les petits villages ni les dates particulières. Dites-vous, là, ça porte presque toutes des femmes qui ont vécu au début des années 1800. Donc, je vais vous parler d'Angèle, jeune fille, 20 ans, quand on la connaît, parce qu'il y a des documents sur elle. En passant, les documents, c'est les anciens recensements, les registres de baptême, mariage, décès. Des fois, il y a des anomalies. On se dit, ah, il s'est passé quelque chose. C'est la correspondance des curés avec les évêques. Ce sont les journaux d'époque, puis ça, il faut être courageux pour lire les journaux à l'époque. Je me félicite moi-même parce qu'ils ne parlent jamais des femmes. Mais au cas où, je les lis pareil. C'est toute la documentation comme ça. Donc, Angèle, 20 ans, petit village, grosse famille, père cultivateur, assez de garçons pour aider le père, assez de filles pour aider la mère. Quand c'était le cas, il y en a qui fallait qu'ils débarrassent. Là. Donc, on la retrouve servante dans une maison privée. C'est à peu près tout ce que les femmes pouvaient faire à l'époque. Servante dans une maison privée dans son village à elle. Elle a un amoureux, Charles, qui vient la visiter de temps en temps. Est-ce que chez son employeur, on est plus laxiste? Est-ce qu'on laisse faire plus de choses que si elle était dans sa famille? On ne sait pas. Toujours est-il qu'un jour, Angèle donne sa démission sans avertissement, rien, et elle s'en va se réfugier chez une de ses grandes tantes. Angèle est enceinte de 4 mois. Et c'est probablement parce que ça commençait à apparaître à ce moment-là qu'elle a quitté. Charles lui a promis le mariage, mais Charles est disparu. On ne le voit plus, elle n'est plus capable de mettre la main dessus. Donc, c'était dans ma classe, là. Donc, elle est réfugiée chez sa grande-tante. Il semblerait qu'elle cherche à lui parler, puis tout ça. Et que ça ne fonctionne pas parce qu'un jour, son grand-oncle, avec quelqu'un d'autre, ils vont pratiquement kidnapper Charles pour l'amener pour qu'Angèle puisse lui parler. On ne se connaît pas toute la conversation. On ne connaît que les bouts où ils ont élevé la voix. Parce qu'il y avait d'autres personnes dans la maison qui vont rapporter ça plus tard. Donc, ils sont dans un bout de la maison, et les autres sont dans l'autre bout. Alors, ce que les gens vont rapporter, c'est que Charles lui aurait dit « Dis-le pas à mon père. Surtout, dis-le pas à mon père. » On sait qui a peur.
je vais te donner 100 piastres pour que tu te taxes. 100 piastres, là, au début des années 1800, là, c'est une fortune. Et Charles n'a certainement pas ça. Angèle lui aurait répondu, mon honneur vaut plus que 100 piastres. Alors Charles s'est fâché, a claqué la porte et est parti. Ce qu'on sait par la suite, c'est que c'est le père d'Angèle qui va tenter de parler à Charles et qui va l'amener dans un endroit, disons, neutre. On ne sait pas ce qu'ils se sont dit. Moi, je dirais plutôt, je ne sais pas avec quoi il l'a menacé. Et toujours est-il que Charles va dire, OK, c'est correct, je vais la marier, mais avant, il faut que je parle à mon père. On ne sait pas non plus ce qu'ils se sont dit, mais on connaît le résultat, donc on peut deviner ce qui s'est dit. Charles ne mariera pas Angèle. Donc, on peut imaginer qu'elle a été maltraitée, disons verbalement, par le père de Charles. Angèle accouche, sans être mariée, d'une petite fille qu'elle va appeler Marie. Ça, c'est compliqué. À l'époque, quand un enfant naissait hors mariage, vous savez, un registre là, paroissial, il y a une marge. Dans la marge, on écrit B pour baptême, S, sépulture, M, mariage. En bas, on écrit les noms. Donc, B, baptême, Marie, inconnu. Pas de nom de famille. Ces enfants-là, nés hors mariage, n'avaient pas de nom de famille. Même quand le curé connaissait les parents. Là. C'est de cette époque-là, c'est écrit dans le registre né de père inconnu. Ça n'a pas toujours été comme ça. À l'époque de la Nouvelle-France, les deux parents étaient nommés. Quelle que soit leur situation, leur statut civil, je dirais. Je me souviens d'avoir vu le cas d'une veuve qui a accouché d'un enfant et le géniteur, le père, était un homme marié. Et ils sont tous les deux nommés dans le registre. L'enfant portait le nom du père et le parrain, suivez-moi bien, c'était le beau-père du monsieur en question. Là. Donc, le père de sa femme. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de vaisselle qui a volé dans cette maison-là. Ce que je sais, c'est que ce que j'ai compris, c'est que l'important, c'est l'enfant à l'époque. C'est ça qui comptait, plus que le reste. Plus tard, on va changer ça. Plus tard, il va y avoir que le nom de la mère. Et à l'époque, la petite Marie, quand la petite Marie vient au monde, là, il n'y a plus rien. Donc, c'est Marie inconnue, et c'est souvent très difficile de retracer ces gens-là. Je le sais parce que j'ai fait ma généalogie et que j'en ai plusieurs. Mais c'est le fun, ça coupe ça assez vite, celui où je cherche après. Mais c'est facile avec Marie, on le sait de toute façon par ce qui va arriver par la suite, là. Mais on y va par les parrains et marraines. La marraine, la petite Marie, c'est la grande-tante d'Angèle, et le parrain, c'est le beau-frère d'Angèle. Donc, on est dans la famille. Donc, à la couche de ce bébé-là célibataire, on est à l'automne, et au printemps, il a dû continuer à y avoir toutes sortes de tractations. Au printemps, elle tente son grand coup. Elle s'en va à Trois-Rivières, c'était toute une expédition, ça coûte des sous. Elle s'en va à Trois-Rivières, se chercher un avocat. Elle a décidé de poursuivre Charles pour obtenir une pension alimentaire. On ne croirait pas qu'on est 200 quelques années en arrière. Elle va être chanceuse, il n'y a pas beaucoup d'avocats à Trois-Rivières et elle va tomber sur ce qui est, d'après moi, le meilleur dans sa condition, c'est l'avocat Berthelot, la famille Berthelot de Québec, parce que, je fais une parenthèse, c'est un homme extrêmement intéressant qui va, 9 mois après avoir pris la cause d'Angèle, devenir père célibataire d'une fille, et 2 ans plus tard d'un garçon qu'il va élever lui-même. C'est assez particulier. Je vous en reparlerai plus tard, là, mais elle est tombée sur le bon. Donc, c'est comme aujourd'hui. Conciliation avant de faire un procès. On va essayer de discuter. Ça ne fonctionne pas. Charles ne nie pas qu'il est le père de la petite Marie. Il ne dit pas oui non plus, mais il ne dit pas non. Ce qu'il dit, c'est « je ne paierai pas pour cet enfant-là ». Donc, il y a un procès où Charles amène des témoins et Angèle va amener ses témoins. La question, à l'époque, la loi, ce qu'elle dit, c'est si une femme est une dévergondée, elle est la seule responsable du résultat de ses actes. Donc, le géniteur ne paie pas. Si c'est une bonne fille qui a été enfiroipée par un beau parleur, là, c'est pas pareil. Là, il est responsable de ce qui est arrivé. Donc, ce que Charles va faire, c'est prouver que c'est une dévergondée. Il arrive au procès avec beaucoup de témoins, tous des jeunes hommes comme lui,
qui, j'ai rarement vu un étalement de linge-châle comme ça sur la place publique, c'était pas beau à lire. Ce qu'on veut démontrer, c'est que c'est vraiment comme mon arrière-arrière-grand-mère, quelqu'un qui a la patte légère. Et on fait toutes sortes d'allusions, dont un qui va dire écoutez, là, elle a ses services sexuels à tout le monde, je le sais, elle me les a offerts, j'ai pensé que c'était une blague, fait que j'en ai pas reparlé. C'est peut-être une blague aussi, là, je ne sais pas, je ne pense pas du juger. Donc, il y a aussi, et ça a dû être terrible pour Angèle, son ancienne meilleure amie, son amie d'enfance, qui vient étaler sur la place publique toutes leurs histoires d'adolescence. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup ici qui aimeraient ça, qu'on étale nos histoires d'adolescence sur la place publique. Donc, mais Angèle, de son côté, n'a pas beaucoup de témoins. C'est difficile de prouver qu'on n'est pas une dévergondée. Les preuves par la négative, là, c'est les gens, c'est des témoins de moralité. C'est une bonne fille, elle est sage. Bon, ça ne va pas plus loin que ça. Mais c'est son avocat qui va l'emporter avec son plaidoyer très technique. Ce qu'il va expliquer, c'est qu'au moment de la conception de l'enfant, Angèle était mineure. Elle avait 20 ans. Quand elle a accouché, elle avait 21 ans, elle était majeure. Charles a 25 ans. Donc, c'est un homme mûr. Et il lui a promis le mariage. C'était une jeune fille naïve, mineure. Donc, et Charles va être condamné à payer une pension à la petite Marie. Mais c'est particulier pour les... À l'époque, on considérait que les enfants avaient besoin de leur mère les petites années de l'enfance. Donc, Charles doit payer jusqu'à ce que la petite Marie ait 4 ans. Il n'y a pas beaucoup d'hommes ici, là? Okay. Ça ressemble à aujourd'hui, parce qu'Angèle, elle va recevoir 1/10 de ce qu'elle demandait. Bon. Donc, jusqu'à 4 ans. À 4 ans, Charles cesse de payer et il a le droit d'aller la chercher et de l'enlever à la mère. Malheureusement, je ne peux pas vous dire ce qui est arrivé. Je n'invente pas. Je n'invente rien. On ne sait pas. C'est comme si Angèle et sa fille disparaissaient. À l'époque, on ne présente pas de carte d'identité et ces affaires-là. On ne sort jamais un certificat de naissance ou presque. Là. Alors, c'est possible qu'elle soit partie ailleurs pour pas qu'il lui enlève, ou c'est possible aussi qu'il lui ait enlevé parce que j'ai réussi à suivre Charles plus tard. Charles qui s'est marié 1 an après le procès avec l'ancienne meilleure amie d'Angèle. Et ils n'ont eu que des garçons. Ce qui peut amener l'hypothèse qu'il est peut-être allé chercher cette fille-là parce qu'ils avaient besoin toujours d'une fille à la maison pour seconder la maman. Alors, je ne peux pas le savoir. Alors, c'était l'histoire d'Angèle. Je ne sais pas là, si ça scandalise beaucoup de gens aujourd'hui, les mères célibataires. Non. Je pense pas. Donc, les choses ont bien changé, et heureusement bien changé à ce niveau-là. Un autre exemple d'une chose qui ne se faisait pas du tout à l'époque, et qui aujourd'hui, franchement, est tout à fait au goût du jour, c'est une femme qui voyage. Les femmes ne voyageaient pas au 19e siècle. Il n'y a que de très riches Européennes qui voyageaient en se trouvant des excellentes raisons à aller évangéliser des païens, des trucs comme ça. Mais si on tombe dans un milieu plus ordinaire, comme celui là, de la Mauricie à cette époque-là, on ne peut pas dire que les hommes font des voyages d'agrément non plus, mais le travail forestier, le travail en forêt qui faisait qu'ils s'exilaient plusieurs mois par année, je ne vous dis pas que c'est le fun, je ne dis pas que c'est pas difficile, je sais, je viens d'une famille comme ça, je sais comment ça pouvait être terrible, mais ces hommes avaient d'autres paysages dans la tête. Ils voyaient autre chose que les 4 murs de leur maison, ou les hommes qui partaient à la traite de la fourrure, qui allaient dans le nord-ouest. C'est extrêmement difficile ce qu'ils faisaient, mais il y avait eu d'autres horizons dans leur vie que leur petit rang, leur petit village. Donc là, je vais vous parler de Marguerite. Encore un milieu ordinaire, un petit village, la Mauricie, qui se marie vers l'âge de 20 ans avec Laurent. Et là, ils vont avoir 2 enfants, une fille, un garçon. C'est clair qu'ils ne sont pas riches, mais alors pas riches du tout. Ils ont une terre en bois de boue, là, ça veut dire qu'il faut couper les arbres, les ventes, avec ça qu'on vit. Et un jour, Laurent disparaît. Et puis, Marguerite va recevoir une lettre de Laurent. Laurent ne sait pas écrire, là. Il l'a fait écrire par quelqu'un d'autre. On payait des gens pour écrire à l'époque. Et dans la lettre, c'est écrit « C'est trop tard pour venir me chercher. Je suis rendu à Montréal. Je viens de signer un contrat avec la compagnie de la baie du Son.
je me suis engagée pour 3 ans comme trappeur dans le Nord-Ouest. Dis bonjour à mon père, dis bonjour à ma mère. Il est parti, il s'est sauvé, là. Tu diras à mon beau-frère ceci, cela, là, il y a une série d'ordres, là. Et salut, on se reverra dans 3 ans. C'est merveilleux là, que cette lettre-là existe encore. Il y en existe 3, des lettres que Laurent qui sont encore, qu'on peut retrouver encore aujourd'hui, des lettres de Laurent à Marguerite. On n'a pas de lettres de Marguerite à Laurent, mais dans les lettres du mari, qui répondent aux lettres de sa femme, on sait ce qu'elle lui disait. Donc, dans la 2e lettre, Laurent écrit « Non, tu ne viendras pas me rejoindre. » Il n'y en a pas question. C'est trop dur. Une femme ne peut pas survivre à ça. À un moment donné, il écrit « On a failli mourir de faim, puis on a mangé des tripes de roche. » Vous savez le temps que ça m'a pris pour savoir c'était quoi des tripes de roche. Là. Je le sais maintenant. Donc, non, tu ne viendras pas me rejoindre. Ça veut dire que Marguerite a demandé à son mari d'aller le rejoindre. Écoutez, on est avant la première femme blanche, là, considérée comme étant la première qui a résidé de façon permanente dans le Nord-Ouest, qui est la grand-mère de Myriel. On est tellement de ça. Il n'y en a pas de femme blanche, là. C'est une bonne idée. Dans la 3e lettre, Laurent lui dit « Non! Je t'ai dit non! Tu ne viendras pas me rejoindre. C'est trop dangereux. Attends-moi. » Là, ça fait déjà 1 an qu'il est parti. J'en reviens dans 2 ans. Et d'ici là, je ne peux pas t'envoyer d'argent. C'est trop dangereux, c'est trop risqué, on va se faire voler, donc je t'envoie 2 rats. Je ne sais pas, j'essaie encore de me demander si c'est bon dans une soupe pour nourrir les enfants. Donc, au bout de la fin de son contrat, au bout de 3 ans, Laurent revient et il va se noyer en cheveux. Et il va mourir. Et Marguerite va se retrouver veuve. Et là, on perd Marguerite pendant 15 ans. Vous savez, quand il ne se passe rien d'extraordinaire dans la vie des gens, il n'y a rien d'écrit nulle part. Donc, on perd Marguerite pendant 15 ans. Pendant ces 15 années-là, le Nord-Ouest va se développer. L'Église va envoyer des missionnaires. Parce qu'on trouve que les mœurs ne sont pas catholiques, c'est pas de le dire. Il y a des Amérindiens à l'époque et il y a beaucoup d'enfants métis. Parce que les Blancs, les hommes blancs qui y vont, là, à des contrats comme ça de 3 ans ou qui restent 6 ans, peu importe, font des enfants aux Amérindiennes et quand ils quittent, ils laissent les enfants derrière eux, sauf de rares exceptions. Donc, il y a des Amérindiens et des enfants métis, et les mœurs sont un peu dissolues. Donc, l'Église va envoyer des missionnaires jusqu'à temps qu'elle laisse là un prêtre en permanence, qui un jour va être nommé évêque. C'est pour ça que je vais l'appeler Monseigneur Provencher. Donc, Monseigneur Provencher essaie de, je dirais, faire vivre les gens un peu à l'occidental, comme les gens vivaient ici à l'époque. Donc, sa première idée qui est excellente, là, quand on veut transformer les mentalités, c'est par l'école. Il va créer une petite école, une école pour les petits garçons, une école pour les petites filles. Il semblerait qu'il réfléchit beaucoup à comment changer les choses jusqu'à temps qu'il y ait une idée. Il en parle à la compagnie de la baie du Tson, qui dit « Ok, c'est correct, on va subventionner le projet. » Ils n'ont pas pris ces mots-là à l'époque, là, mais on va donner de l'argent. Et là, il va écrire à un de ses amis, qui est curé en Mauricie, et il va lui dire « J'ouvre une école de tissage. » À ce qui est aujourd'hui, là, c'est au Manitoba. J'ouvre une école de tissage. Pourrais-tu me trouver 2 bonnes tisserantes qui viendraient enseigner ici? Son idée à Monseigneur Provencher, c'est d'occidentaliser les Amérindiens par l'apparence. Pas juste par la mentalité, mais par l'apparence. Les Amérindiens, dans ce coin-là, à l'époque, s'habillaient en peau. Ils ne connaissaient pas le tissage. Le tissage n'était pas connu chez les Amérindiens au nord. La limite, là, c'est le sud des États-Unis aujourd'hui. C'est une question de climat, c'est une question de toutes sortes de choses. Donc, c'est sûr qu'il habillé en peau, c'est pas très occidental. Donc, son idée, il visait particulièrement les petites filles métisses. Parce que ces petites filles métisses-là, qui étaient à moitié blanches, à moitié amérindiennes, étaient élevées par des mères amérindiennes. Donc, elle n'avait rien de la mentalité des Blancs. Puis, probablement qu'il s'est dit, ça va être plus facile par le biais de ces petites filles-là. Donc, son curé ami embauche. Imaginez, c'est les 2 premières femmes, peut-être les 2 seules femmes engagées par la compagnie de la baie du Tson, qui ont signé des contrats. Et vous le voyez venir, une des 2, c'est Marguerite. Marguerite qui va être embauchée pour aller dans le Nord-Ouest. Elle va y aller en fait 15 ans plus tard. L'autre, c'est une célibataire à la mi-trentaine. Il n'y a pas de problème là, au niveau des enfants avec Marguerite. Sa fille est mariée à ce moment-là. Et son garçon, c'est particulier. Son garçon, il a 18 ans. Et
Aujourd'hui, on dirait qu'elle est en train de faire comme une formation professionnelle, ça ne se dit pas à l'époque. C'est un peu comme au Moyen Âge, là, pour apprendre un métier. On allait auprès d'une personne qui maîtrisait un métier, puis il nous apprenait tranquillement pas vite. Mais il y avait quelque chose de très spécial, c'est à Yamachiche que ça se passe. Il y a 2 familles de Yamachiche qui ont été ce qu'on appelait des bâtisseurs d'église. Aujourd'hui, on dirait que c'est des architectes. C'est les Millet et les Héroux. Ils ont construit plein d'églises au Québec, ou d'ornements d'églises, ou tout ce que vous voulez. Et le fils de Marguerite est en apprentissage chez les Millet pour devenir bâtisseur d'église. Ça coûte des sous. C'est comme envoyer un enfant pensionnaire. Il faut payer au début quand il sait rien. Quand il n'est pas pire, bien là, la pension diminue jusqu'à ce qu'il commence à recevoir un petit salaire parce qu'il rend des vrais services, puis ensuite il devient autonome, puis bâtisseur d'église lui-même. Donc, Marguerite laisse son garçon chez les Millet et elle va lui envoyer de l'argent pour payer son école pendant qu'elle est dans le Nord-Ouest. Elle va régulièrement lui envoyer de l'argent. Elle part avec l'autre, ils se rendent à la Chine, ils embarquent dans les immenses canaux conduits par des Amérindiens. Pour se rendre à ce qui est Saint-Boniface au Manitoba, ça va leur prendre 3 mois. C'est du portage, c'est absolument terrible de faire ce voyage-là. Rendu là, l'école va être ouverte. Ça va pas très bien. Puis il y a un incendie pour commencer à neuf. Au bout de 3 ans, la compagnie de la baie du Thon va dire non, le projet ne fonctionne pas, on laisse tomber, on n'a plus d'argent. Marguerite va rester 1 an de plus. Elle va s'embaucher chez un marchand de fourrure d'origine anglaise qui est en ménage avec une Amérindienne. Et je ne niaise pas, là, ils ont une 20aine d'enfants. On ne sait pas exactement ce qu'elle va faire, parce qu'elle travaille avec le commerce, au comptoir, on ne sait pas. Elle va rester 1 an. Puis là, elle va revenir. Puis là, on la perd pendant une 30aine d'années. Et là, c'est un vrai miracle. Là. Je l'ai retrouvé. Une 30aine d'années plus tard, grâce à un de ses petits-fils qui a écrit un livre. Son fils est devenu un bâtisseur d'église et il s'est installé où il y avait beaucoup d'ouvrages à l'époque, sur la rive sud, dans Montérégie, dans un endroit qui s'appelle aujourd'hui Massuville. Il s'est marié et il a des enfants. Et un de ses enfants, son fils Ovide, va plus tard, beaucoup plus tard dans sa vie, écrire l'histoire de son village. C'est dans ce livre-là qu'il parle de sa grand-mère Marguerite. Là, il raconte que, parce qu'il parle de tout le monde qui est installé dans le village, et je ne peux pas oublier ce qu'il a écrit, il dit « Je ne voudrais pas médire contre mon aïeule si je vous dis qu'elle était un peu acariante. Elle ne voulait pas rester chez son fils et sa belle-fille. Semble-t-il que c'est elle qui avait un mauvais caractère, mais elle ne s'entendait pas du tout avec sa belle-fille. Donc, elle restait en pension au village, pas loin, jusqu'à ce qu'elle ne soit trop malade et que là, ils la prennent là, pour qu'elle termine ses jours à la maison. Quand Marguerite va mourir, le petit-fils Ovide a 10 ans, donc il a des souvenirs lointains de sa grand-mère. Et ce qu'il va dire, c'est que ma grand-mère était vraiment une habile ouvrière, c'est-à-dire qu'elle travaillait très bien de ses mains, qu'elle aille enseigner le tissage, c'est sûr. Mais c'était une faux-folle, une aventurière, qui est allée, je ne me souviens plus des termes exacts, mais comme un peu, c'est pivardé dans le Nord-Ouest, c'est comme on peut, tout ça. Vous savez, à 10 ans, on ne peut pas porter de jugement comme ça. Ces jugements-là ne viennent pas de lui. Ces jugements-là viennent des adultes de son entourage. C'est qui les adultes de son entourage, sinon son père, qui est le fils de Marguerite? Ça veut dire que Marguerite voulait vraiment, c'était profond, là, aller ailleurs, aller au Nord-Ouest, c'était le seul ailleurs pour elle. Et elle n'a pas pu y aller parce que son mari a refusé. Puis quand elle est allée et que ça a permis de payer une formation à son fils, il lui a reproché. C'est assez particulier. Mais ce qui est particulier aussi, c'est que j'ai une photo de Marguerite. Ah oui? Une photo qui est conservée aux Archives nationales du Canada à Ottawa. C'est un vrai miracle, je trouve, des affaires comme ça. De Marguerite? Oui. C'est vrai qu'elle a assez vert. Mais il y a les photos de l'époque aussi, là. On est à peu près 75 ans. Non, pas de sourire, mais il ne pouvait pas parce que ça prenait un certain temps. Hein. Elle n'est pas, sa photo n'a pas été conservée pour elle, personne ne la connaît, là. Sauf nous autres maintenant.
Elle est conservée dans la section artisanat à cause de son chapeau, qui est merveilleux. On dirait que c'est toutes des petites fleurs. Là. Et c'est ce qui me fait dire, parce que il y a des questions que je me pose régulièrement, comment pouvait survivre une veuve à l'époque. Bien, on voit le talent. On voit le talent de cette femme-là, puis c'est comme ça qu'elle a réussi probablement à survivre. Donc, c'est Marguerite, un peu acariante, je ne sais pas, mais un petit peu sévère. Donc, deux exemples de femmes qui ont fait des choses inacceptables à leur époque, acceptables aujourd'hui. Vous savez, une femme qui voyage aujourd'hui, ça énerve personne. Hein? Bon, ils vont aux études ailleurs, ils partent en voyage. Moi, ma fille, elle passe les années, sac à dos en Europe. J'ai dit ça pour mourir. Mais ce n'est pas pour une question de morale. C'est parce que j'arrête de respirer pendant qu'elle est partie. C'est la seule raison. C'est ça. Donc, mais j'ai des exemples aussi de femmes qui ont fait des choses inacceptables à leur époque, qui aujourd'hui, ça ne passe pas nécessairement mieux. Des affaires qui ne changent pas. Une histoire très triste, celle de Louise. Louise, qui a une mère infanticide, c'est-à-dire une femme qui a tué son bébé. J'en ai trouvé qu'une, hein, dans tout le pays, j'en ai trouvé qu'une, des documents déchirés, il en manquait des bouts, mais j'en avais assez pour comprendre ce qui s'était passé. Il y a une dizaine d'années, je pense, il y a eu 2 cas au Québec rapprochés d'adolescentes qui ont laissé leur enfant mourir, disons. Là. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Moi, je me souviens que ce qui m'avait frappé, c'est que, évidemment, il n'y a personne qui est d'accord avec ça, on s'entend, mais que j'avais ressenti une espèce de compassion. Ces filles-là ont été punies, mais aidées. Parce que le raisonnement qui était fait, là, que je comprenais, c'est que pour faire ça, il faut être dans une détresse extrême. Et cette réflexion-là, qui est très contemporaine, elle était en vigueur aussi à l'époque. Et ça m'a beaucoup surpris. Donc, je vais vous parler de Louise, 30 ans, célibataire, servante dans une maison privée. On n'a pas une grosse variété d'emplois à l'époque. Servante dans une maison privée, loin de chez elle, originaire du bas du fleuve. Une seule parente dans ce village-là, une cousine par alliance. C'est un petit peu loin. On entend parler d'elle la première fois quand, un matin, des gens découvrent le cadavre d'un bébé enterré au milieu du village dans un jardin. Donc, pas tellement discret, là. Donc, et on sait tout de suite c'est qui. Donc, Louise va être arrêtée, amenée à la prison de Trois-Rivières, avec 6 présumés complices. Son patron, l'épouse de son patron, sa patronne, un de leurs fils et son épouse, et la cousine par alliance, son mari. Ils sont 7 qui se ramassent à la prison de Trois-Rivières. Le procès a lieu 2 semaines plus tard, c'est rapide à l'époque. Et curieusement, lors du procès, il n'y a que Louise qui est accusée. Elle est accusée d'infanticide. Les 6 autres ne sont plus accusés, sont devenus des témoins de l'accusation. Ça veut dire qu'on a négocié. On ne vous accusera pas si vous racontez. On n'a pas les minutes du procès, sauf la conclusion qui dit que Louise, elle est libérée de condamnation d'infanticide, mais trouvée coupable de négligence criminelle. J'ai trouvé ça extrêmement curieux. Parce qu'on a la description du corps du bébé, le nombre de coups de couteau, la profondeur, la largeur de la lame. Négligence, là, on peut échapper son couteau une fois, là, mais pas d'ici. Je ne sais pas comment le juge a justifié là, ce changement-là, mais ça m'a tellement intrigué que j'ai vu ça. Et j'ai trouvé une étude qui a été faite il y a quelques années dans la région de Québec sur les cas de mère infanticide. Et Louise collait parfaitement avec, dans le fond, ce qui était la mentalité de l'époque. Si une femme était mariée et qu'elle était trouvée coupable d'infanticide, c'était la peine de mort. Parce qu'on disait que la femme avait un toit à offrir à cet enfant-là. Si c'était une célibataire, on était beaucoup plus tolérant parce qu'on savait que sa vie était finie. Et qu'on pouvait, dans ces conditions-là, avoir plus de compassion à lui. Une femme comme Louise, une servante, aurait perdu son emploi et n'en aurait pas retrouvé. Donc, elle avait été vraiment dans le ruisseau. Donc, négligence criminelle, 2 ans de maximum, 2 ans de prison, travaux forcés. Bon, ça c'est une blague un peu, parce qu'il n'y avait pas de travaux forcés à Trois-Rivières.
À l'époque, à la prison de Trois-Rivières, à l'époque, le problème, c'était que les prisonniers n'avaient rien à faire, donc ils passaient leur journée à faire des niaiseries, des mauvais coups, tout ça. Elle va passer son 2 ans de prison, elle va sortir de prison, puis elle va disparaître. Elle a franchement une bonne raison de disparaître, de changer de nom, puis tout ça, je ne vais plus la retrouver jamais. Alors, j'ai regardé pour les 6 autres, et son patron, un mois plus tard, un mois après le procès, il est marié dans sa paroisse, puis il va faire sa réunion de mariés comme si de rien n'était, puis tout ça. Parce qu'on peut imaginer les rôles de chacun là-dedans. Il y a probablement une femme qui l'a accouché, il y a probablement un père là-dedans, il y a des gens qui ont aidé à enterrer le bébé. Et je ne vous dis pas que les gens ne placotaient pas dans le dos de ces 6 personnes-là, mais en tout cas, eux, leur vie n'a pas changé, ils ont continué comme si de rien n'était. Donc, une histoire triste de quelqu'un, encore une fois, qui a essayé de diriger sa vie, mais des fois, c'est un peu douteux, là, comme tous des combats individuels. Hein. Tantôt, j'écoutais, là, il n'y a pas de groupe de femmes à cette époque-là, il n'y a pas de combat collectif, ça n'existe pas encore. Donc, c'est toujours des petits combats personnels. Une autre chose, un autre cas de choses qui ne se faisaient pas à l'époque. Aujourd'hui, je vous dirais que c'est moins connu, peut-être, c'est plus discret, mais c'est pas mieux, j'en ai parlé tout à l'heure avec elle. C'est la consanguinité, les mariages consanguins, les gens apparentés. Ça, vous savez, là, depuis que presque l'homme et l'homme, il dit que c'est pas correct. Que ça fait des maladies qui, même s'il n'était pas capable de faire prouver ça scientifiquement, là, il savait. Alors, mais des cas de mariage consanguin, je ne porte pas de jugement. Mais alors là, aucun, je suis moi-même issu de beaucoup de consanguinité. Donc, mes grands-parents, ils étaient tellement apparentés qu'ils étaient entre cousins et petits-cousins, tellement qu'ils étaient proches. Là. Fait que, c'est ça, les villages. Tout le monde est parent. D'ailleurs, le village de Yamachiche, d'où ma famille est issue, là, les Géninas, c'est comme s'il y avait eu que 2 familles à peu près dans ce village-là au 19e siècle, les Géninas et les Lossières. Ça a l'air que les Géninas et les Lossières, ça ne s'entendait pas parce qu'il n'y a pas l'air à se marier ensemble. ça renforce le problème. Donc, je vais vous parler de Geneviève Lossière, et de son amoureux, son cousin, Joseph Mador Lossière. Ils ont 11 ans de différence. Ils ont commencé à se fréquenter, elle avait 16 ans, il en avait 27. La première fois dont on entend parler de ce couple-là, c'est 14 ans plus tard. Quand ils vont faire une demande pour obtenir une dispense pour se marier. Vous savez ce que c'est une dispense de parenté, là? C'est une permission spéciale de l'Église qui permet de marier des gens apparentés. C'est une question de degré, là. Bon, frères et sœurs, on dit ça, là, parce que ça ne me tente pas personne. Cousin, cousine, là, c'est extrêmement rare qu'on va accorder une dispense. Petit cousin, petite cousine, ça commence à... C'est difficile, ça commence à mieux aller, c'est un petit peu moins cher, c'est des prix. Et on va jusqu'à 4 degrés de parenté comme ça. Donc, ils ont fait une demande de dispense pour se marier qui leur a été refusée. La mère de Joseph Mador, qui est la tante de Geneviève, qui maintenant est orpheline, va écrire à l'évêque, à Québec, pour le supplier d'accorder la dispense. Ce qu'elle dit dans sa lettre, c'est « Ça faisait des années qu'ils étaient ensemble, quand on s'en est aperçu. » Yamachiche, c'est grand comme un mouchoir de poche. Mais quand on s'en est aperçu, on n'était plus capable de les séparer. Donc, il faut leur accorder une dispense parce que ma nièce Geneviève, la seigneurie où elle restait, c'est compliqué. C'est une seigneurie indivise, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas le droit d'avoir juste un seigneur. C'est qu'à chaque génération, il y avait de plus en plus de co-seigneurs. Et Geneviève est co-seigneuresse, elle a 2-3 terres. Donc, mais Joseph Mador a rien. Donc, ma nièce, Geneviève, a besoin d'un homme pour gérer ses affaires. Geneviève sait lire et écrire. Joseph Mador est illettré. Je ne sais pas si lequel des deux qui va aider l'autre, mais Joseph Mador avait l'air de quand même de quelqu'un d'intelligent, ça n'a pas de lien, là, mais pour la gestion, là, les chiffres, tout ça, c'est mieux de savoir lire et écrire. Donc, et ça, l'évêque, ça ne l'émeut pas du tout. Il dit non. Parce que il y avait 3 raisons pour permettre un mariage entre cousins à l'époque. L'Église acceptait 3 raisons.
ça concerne toujours la situation de la femme. La première raison, c'était qu'elle était tellement pauvre, tellement démunie, la femme, tellement seule sur terre, que si ce cousin-là la mariait pas, elle était pour mourir dans le ruisseau, là, dans le mois de sang. Deuxième raison, c'est pas le cas de Geneviève, là, on se comprend, là, quand même 2-3 petites têtes, c'est mieux que bien des gens. Deuxième raison, que la femme soit assez âgée pour ne plus avoir d'enfants. C'est pas le cas de Geneviève non plus, elle a 30 ans. Troisième raison, je vais répéter mot à mot, c'est que la femme soit atteinte d'une si grande disgrâce physique qu'il n'y a pas un autre homme qui va vivre. C'est pas le cas de Geneviève non plus, on dirait. Donc, Geneviève et Joseph Madard continuent. Ils ont fait tellement de demandes de dispense que j'ai perdu le fil. Je ne sais pas, le 10, 12, 15, 20, je ne sais plus combien ils ont fait de demandes de dispense. Toujours refusé, sans arrêt, refusé, jusqu'à ce qu'ils se tapent et qu'ils décident d'aller rester ensemble. Là, on vient de doubler le péché, là. Mais ils sont brillants, ils sont intelligents, parce qu'ils vont se protéger mutuellement de la seule manière dont c'est possible, puisqu'ils ne sont pas mariés et qu'ils n'ont pas de contrat de mariage. Ils vont faire chacun leur testament. Ils vont se donner mutuellement leur chose. Et au bout de 4 ans de concubinage, le curé, parce qu'il ne voit jamais le curé, ils ne vont plus à la messe, là, ils sont dans des d'autres péchés doublement mortels, le curé entend dire que Geneviève est enceinte. Donc, il va aller les voir et on sait ce qui s'est passé parce qu'il va l'écrire à l'évêque, il va rapporter à l'évêque. Alors, il va dire, je les ai séparés pour les questionner. J'ai commencé par lui, par Joseph Madard, puis je lui ai demandé, est-ce que tu as fait exprès pour nous forcer la main pour t'accorder une dispense? Joseph Madard va dire oui. J'ai fait exprès. Il va demander la même chose à Geneviève, qui va répondre non. Mais si ça m'aide à avoir une dispense, je suis bien content. Alors, on voit là, entre les deux, qui est le plus malin, disons, pas du tout. Le curé va continuer dans sa lettre, mais c'est elle la tête forte. C'est à cause d'elle qui sont dans la fange comme ça, là, qui sont dans une situation si terrible. Donc, ils vont voir le bébé en question, une petite fille qu'ils vont appeler Elmire, qui va être leur seul enfant d'ailleurs. Et l'évêque va décider. L'évêque va changer, ils vont en avoir un nouveau, plus tolérant. Et là, c'est le curé de la paroisse qui prend leur dossier en main. C'est lui qui fait les demandes de dispense depuis un bout de temps, parce que c'est un scandale dans sa paroisse. Alors, il va se rendre à Québec. Il va aller discuter du cas avec l'évêque. Et l'évêque va finir par dire « OK, c'est correct. Ils vont pouvoir se marier. » Vous savez, c'est quelque chose. Hein? Obtenir une dispense de mariage pour des cousins à l'époque, ça vient du pape. Le pape en donnait un certain nombre, c'est comme ça que ça fonctionnait. Il en donnait 150 pour tout le territoire catholique en Amérique du Nord, donc du Mexique jusqu'ici. Bon, il y a beaucoup de protestants aux États, là, mais c'est pas beaucoup, c'est vraiment au compte-gouttes, là. On les choisit. Donc, ils vont avoir une de ces 150 dispenses-là de l'année, mais la lettre du curé, de l'évêque, elle est très claire. Là. C'est pas question, il n'est pas question que ce soit une victoire, là, pour Geneviève et son cousin, là. On ne va pas fêter ça. On ne va pas donner de mauvais exemple. Là, il suffit de tenir tête, puis on va réussir. Donc, c'est très précis dans sa lettre. Premièrement, il dit au curé, je vous laisse le soin de décider combien de temps ils vont être séparés. Ce qu'on faisait, quand on mariait des concubins, c'est qu'on les mettait en pénitence un certain temps avant. On les séparait. Si c'était un couple sans enfants, ils étaient séparés 24 heures sur 24. Si c'était un couple avec enfants, ils étaient séparés la nuit seulement. Et le jour, le père pouvait vivre avec sa famille. La séparation pouvait aller jusqu'à 2 ans. Et j'ai même vu à l'époque précédente, en Nouvelle-France, un couple comme ça de Québec qui a été séparé, puis pour être sûr qu'ils ne se voient pas, ils en ont obligé un à déménager à Montréal en attendant. Donc, il dit au curé, je vous laisse le soin de décider le temps qu'ils vont être séparés. C'est clair qu'on fait face à un couple têtu.
et Anne-Geneviève probablement encore plus têtue. Et ce qui est intéressant, c'est que la lettre, elle est datée du 1er avril, elle part de Québec pour arriver à Yamachiche, ça ne sera pas en 2 minutes, là. Et ils vont être mariés le 11 avril. Ils n'ont pas été séparés. Je pense que le curé a pour pédriste de se faire dire non, parce que s'il se faisait dire non, il ne peut pas les marier, puis là, ça aurait été infernal. Donc, ça. Deuxièmement, le dimanche avant leur mariage, ils doivent aller à la grand-messe, et quand le curé va les appeler, ils doivent s'avancer en avant, se coucher face contre terre, les bras en croix, en signe de soumission à l'Église. Et le curé va demander pardon du scandale qu'ils ont causé en leur nom. Je pense qu'il est mieux qu'ils ne parlent pas. Et ensuite, ils vont être mariés à l'autre dans la sacristie, en cachette, et il est interdit de fêter ce mariage-là. Pas de repas de noces, pas de même petite famille ou quoi que ce soit, interdit de fêter ça. Ils vont être mariés. Vous savez, là, d'après moi, c'est probablement la plus belle histoire d'amour que j'ai vue dans mon livre. Ça faisait 25 ans qu'ils étaient ensemble. Il faut vraiment vouloir rester ensemble puis gagner son goût là, dans cette histoire comme ça. Bon, Geneviève va décéder, Josette m'adore, la tante grand-mère aussi, il va rester avec la petite Elmire, là, la petite fille qui va avoir été légitimée au mariage de ses parents, là, elle devenait un enfant légitime. J'ai regardé ce qui y était arrivé, elle va avoir 5 enfants, la petite Elmire. Sur ces 5 enfants, il y en a 4 qui vont être obligés de demander une dispense de parenté pour se marier. Et il y en avait déjà des dispenses de parenté dans les générations précédentes. La mère de Joseph Mador avait eu une dispense parce qu'elle a marié le cousin de son père. C'est vraiment là, typiquement un petit village, tout ça. Et comme je vous disais au début, aujourd'hui on ne sait plus, là, les gens ne vont pas nécessairement se promener avec leur degré de parenté entre eux. Là. Mais, faire attention, des fois, pour la santé, c'est pas très bon. Je vais prendre une petite gorgée d'eau. Maintenant, on a un petit palmarès. Celle que j'appelle mes plus. Premièrement, ma plus entêtée, ça n'a pas été facile à choisir. C'est tout qui était dur. Mais j'en ai choisi une à cause du résultat de son entêtement. Une catastrophe, là, un drame. Je vais vous parler de Flore. J'ai une image de Flore. À 17 ans. Bon, écoutez, c'est sûr qu'il y a du grain, là. Ça, c'est une peinture, un portrait peint de Flore, que j'ai trouvé dans un livre. Une petite photo comme ça, que j'ai fait numériser puis agrandir. Fait que vous imaginez, plus vous êtes loin, plus c'est beau, plus vous êtes proche, plus c'est laid. Mais elle a les beaux grands yeux, et ça ne change pas de près ou de loin. Donc, Flore Dionne, une jeune fille riche, celle-là, cette fois, j'ai des riches et des pauvres. Ouais, pour avoir un portrait peint, là, surtout une fille, mais c'est particulier parce que c'est la fille à son papa. Parce que c'est une orpheline. Sa mère est décédée quand elle avait 2 ans et elle est enfant unique. Son père est extrêmement riche. C'est un marchand, mais il est parti au bas de l'échelle. C'est vraiment le Saint-Man man parfait. Là. Il a grimpé, il est devenu ultra riche. Et il est tellement riche et puissant, il fait partie de l'élite, que, vous savez, pendant la période des Patriotes, c'est là, c'est son époque à elle, on a tassé tous les députés qui avaient été élus, parce qu'il était trop tannant, puis le gouverneur a nommé des gens pour gérer la colonie pendant quelques années, et son père fait partie de ceux qui ont été nommés. On appelle ça des conseillers législatifs, pour vous dire qu'il fréquentait l'élite. Donc, Flore est orpheline, mais elle n'est pas isolée pour autant. Elle vit dans une grande maison sur le bord du fleuve. Et dans sa maison, évidemment, il y a son père, il y a une de ses grands-mères, elle a une tante, un cousin, 4 servantes, et il héberge même un quai. Il l'héberge en permanence. Le curé du village est un homme du côté maternel. Elle est très bien entourée. À l'âge de l'école, on l'envoie à l'école la plus chic du coin, le couvent des Ursulines à Trois-Rivières, où elle va faire le maximum d'études. Elle va sortir vers 16 ans et demi, 17 ans à peu près.
Et là, le retour à la maison, puis là, son père la prépare pour entrer dans le grand monde. Vous savez, le fameux bal, comme des gens. Donc, il va suivre les cours de danse, les cours de musique, l'équitation, pour qu'elle soit vraiment parfaite. Alors, elle fait son entrée dans le grand monde à 17 ans, et l'inévitable va se produire très rapidement. Elle va tomber amoureuse, folle amoureuse d'un jeune homme qu'elle rencontre, mais que son père ne tolère pas. C'est un protestant. Alors, pour son père, il n'en est pas question. Et il va même ajouter qu'il boit trop. De ça, on ne le sait pas. Il n'y a personne d'autre qui va en parler. C'est juste protestant, c'est sûr, à l'époque. Donc, il va dire à Flore, il y a une bonne question. Tu ne fréquenteras pas ce jeune homme-là. À 17 ans, Flore va avoir une peine d'amour immense. Ce que j'ai lu, là, c'est vraiment, c'en était dangereux. Et on raconte qu'elle passait toutes ses journées assise sur la galerie à regarder le fleuve, à pleurer, en espérant que son amoureux passe en canot, juste pour l'apercevoir. Elle est toujours sous surveillance. Il ne la laisse jamais seule. Et puis un jour, les semaines, les mois vont passer, et un jour, elle va dire à son père, OK, c'est correct. Je vais faire une sorte. Et là, son père ne veut pas du tout, parce qu'on perdait complètement ses enfants à l'époque. Il rentrait au couvent, on ne les voyait presque plus. Et son père va dire, non, je vais t'en trouver un mari. Je vais t'en trouver un. Alors, il présente le premier jeune homme. Et il en présente un deuxième. Non. Il en présente un troisième. Il n'y en a pas plus question. Et parmi ces trois-là que j'ai retracés, il y en a un qui va devenir gouverneur général du Canada. Ça n'en fait pas nécessairement quelqu'un d'intéressant, mais c'est pour vous montrer quel niveau il allait les chercher. Donc, il en présente tellement que Flore a un oncle à Trois-Rivières et une tante, et son oncle, il crie souvent à son père, et dans une lettre, c'est écrit, moi je ne comprends plus rien. Il est notaire. Il est rendu un client ce matin qui m'a dit que Flore se mariait avec un tel. Le deuxième client qui est rentré, il m'a dit que Flore se mariait, mais avec un autre. Pourrais-tu m'expliquer ce qui se passe? Alors, Flore a refusé tous les prétendants. Et un jour, son père est appelé à Montréal par affaire. Et là, elle va dire, est-ce que je peux aller à Trois-Rivières chez mon oncle? Et là, son père va dire, OK, c'est correct, elle va être sous surveillance là-bas aussi. Donc, elle se rend à Trois-Rivières. Elle attend que son oncle soit parti, parce que son oncle est notaire et coroner. Fait que quand il y a un décès curieux, il part. Et là, elle va dire à sa tante, est-ce que je peux aller chez le bijoutier? Elle va dire, oui. Je peux aller chez le bijoutier, puis là, les heures passent, puis Flore ne revient pas. Là, elle commence à comprendre, elle attend que son mari revienne, et en soirée, ils vont recevoir un message du couvent des Ursulines. Flore est entrée au noviciat chez des Ursulines, qui la connaissaient très bien. Elle a frappé à la porte, ils l'ont accueillie. Flore est mineure. Il n'y a pas d'autorisation parentale, c'est assez curieux, là. Il n'y a pas d'autorisation de parents là-dedans. Et les religieuses vont dire, on la garde. Tant qu'elle veut rester. Alors, le lendemain matin, son oncle va aller la voir, et il va raconter au père dans une lettre que Flore était morte de rire. Elle les avait bien lus. Hein? Elle avait réussi son coup à rentrer au couvent des Ursulines. Et là, il raconte aussi que les religieuses la trouvent bien drôle, parce que dans sa grande robe en satin et tout ça, elle ne sait même pas comment tenir un chaudron. Donc, l'oncle, qui doit être un petit peu gêné, va écrire évidemment là, à son père, il va lui dire, écoutez, laissons-la faire. C'est son choix. Elle a peut-être une vraie vocation. Elle a 2 ans avant de faire ses vœux perpétuels. Si c'est ça, ça sera ça. Sinon, si c'est un coup de tête, elle va sortir. Alors, Flore va faire ses 2 ans et il va prononcer ses vœux perpétuels. Elle va devenir enseignante au couvent des Ursulines et après quelques années, ça commence à grincher un petit peu. Alors, elle va écrire dans une lettre à son père, « Les gens ne me comprennent pas. J'ai des besoins qu'ils ne comprennent pas. » Bon, je pense qu'il a dû reconnaître assez vite sa petite fille gâtée. Alors, il va avoir une rencontre particulière avec la supérieure des Ursulines à Porte-Claude. Et elle a prononcé ses vœux perpétuels. On ne peut pas faire de cet enfant gâté-là un cas particulier, là, parmi les religieuses des Ursulines. Donc, elle va continuer à se plaindre. Et là, son père va rencontrer l'évêque, en particulier à Porte-Claude. On ne sait pas ce qu'il s'est dit, mais elle est au couvent, elle va rester au couvent. Et
Quelques années plus tard, Claire va tomber malade. Elle est rendue à la mi-trentaine. Elle a une maladie pulmonaire. C'était très courant à l'époque, probablement la tuberculose. Elle va être alitée. Et elle va écrire une lettre à son père où elle va dire « Laissez tout tomber. Votre commerce, la politique, tout ça. Achetez-vous une maison à côté du couvent. Moi, j'ai besoin de vous. » Et il va le faire. Il va tout laisser tomber. Il va déménager à côté du couvent des Ursulides. Et son état va dépérir continuellement en fleurs. Et dans sa dernière lettre, elle va lui dire je vous demande pardon. J'ai fait erreur. Et là, elle va prendre un mot que je n'avais jamais vu, que j'ai trouvé très joli. Elle va dire je vous ai trop souvent contristé. C'est cute. Et Fleur va mourir à 34 ans, 35 ans de cette maladie-là. Son père va lui survivre très longtemps, n'en voudra jamais aux Ursulines, ni à une autre communauté religieuse ou quoi que ce soit. Quand il va décéder, il va laisser séparer son héritage en deux. La moitié aux Ursulines et la moitié à la paroisse. Testament qui va être contesté par ses neveux, mais ça c'est une autre histoire. Donc c'est une entêtée, comme je vous disais, mais c'est toutes des entêtées. Mais elle fait partie des entêtées à un moment de sa vie. C'est juste qu'elle, ça l'a amenée à quelque part. Parce que dans les femmes que j'ai étudiées, vous savez, il y a des cas particuliers. Il y a des femmes qui donnent un coup pour obtenir ce qu'elles veulent là. Puis le reste de leur vie se déroule comme les autres. Mais il y en a d'autres. Donc, toute la vie est un affront à leur entourage. Parce qu'elles mènent leur vie de façon très particulière. Donc, c'est celle dont je vais vous parler maintenant, que je vous montrerai tantôt, et là, elle est cachée en arrière. Je vais vous parler d'une autre Louise. D'ailleurs, là, Louise, là, quel prénom populaire à l'époque. Louise, dans mon village, là, mon petit village d'Hunterston, à un moment donné, j'en revenais pas. Je fais des calculs, et la moitié des femmes de mon village, au 19e siècle, s'appelaient soit Louise, soit Marie, soit Marie-Louise. On comprend pourquoi il y avait des surnoms. Louise et Geneviève, ça c'est les deux. Donc Louise Vanasse d'Ivertefeuille, jeune femme d'un milieu modeste encore, puis tout ça, qui se marie à 20 ans, à la petite vingtaine, avec un voisin. Il n'a rien d'extraordinaire, il est journalier, puis tout ça. Plus tard, il y a des gens qui vont dire qu'elle était particulière. Mais ça, ces histoires-là qui ressortent 30-40 ans plus tard, des fois, c'était juste pour comme tracer une personnalité qui va apparaître plus tard, de donner des preuves. Parce qu'on va raconter plus tard qu'à 8 ans, par exemple, elle était déjà dans les traces de son père. C'est la plus vieille des enfants et elle a toujours refusé de faire les tâches ménagères dites féminines. Et il n'y en était pas question. Elle a suivi son père partout. À 8 ans, elle était en train de faire du trapage en forêt avec son père, qui avait des fils, qui aurait pu traîner ses fils, mais qui traînait elle. Et son père s'est blessé grièvement. Et ce qu'on raconte, c'est qu'elle a réussi à retrouver son chemin pour aller avertir des gens au village. Et c'est comme ça qu'elle aurait sauvé la vie de son père. Moi, je suis désolée, là, mais des petites filles débrouillardes de 8 ans à l'époque, il devait en avoir plusieurs. Je ne suis pas sûre que ça trace une personnalité tellement différente des autres. Donc, on dit que, bon, quand elle s'est mariée, par la suite, c'est elle qui portait la culotte dans son ménage. C'est ça non plus, je ne suis pas sûre que c'est si original. Donc, elle se marie à la petite vingtaine. Un enfant décédé avant l'âge d'1 an. Un deuxième enfant décédé avant l'âge d'1 an. C'est pas extraordinaire pour l'époque. C'est triste, mais c'est pas extraordinaire. Au bout de ces 2 enfants-là, son mari va lui dire « Je m'en vais, tu ne me reverras plus jamais. Je m'en vais au pays sauvage. » D'où vient son désir de partir à ce point-là, on ne sait pas. Comment va réagir Louise à ça? On n'en sait rien, on peut être content qu'il parte. On ne le sait pas. Sauf que ça la place dans une situation très particulière. Moi, j'appelle ça, parce qu'elle n'est pas seule, là, j'appelle ça vivre en parenthèse. Elle va devenir une femme mariée sans mari. Et là, on ne peut plus bouger. C'est comme si elle était gelée. Elle ne peut rien faire. Celles qui avaient un peu de patrimoine, là, une terre, ne peuvent pas vendre, ne peuvent pas acheter, ne peuvent pas bouger de patrimoine. Leur vie durant.
Parce qu'il faut que le mari signe. Et que s'il n'est pas là pour signer et qu'il n'est pas réputé mort, ben on bouge pas. Elle ne peut pas se remarier, elle ne peut pas vivre une autre vie de couple. Mais elle a beau être gelée, il faut qu'elle nourrisse ses enfants. Ça fait des vies assez compliquées. Mais un truc personnel, là, parce que c'est encore un autre qui vient de partir, là. Moi, mon arrière-grand-père est disparu, paternel. Mon grand-père paternel a levé les pattes. Puis j'ai un de mes oncles aussi, comme ça, qui est disparu. Quand j'étais petite, je me sentais bien particulière. J'ai vu qu'on était une bonne gang. Donc, Laurent s'en va, donc il s'en va vers l'ouest, il s'en va dans les pays sauvages. Comment va réagir Louise qui est pris entre parenthèses, elle n'a pas d'enfant? Est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est pire, je ne sais pas. Elle va réagir de façon très particulière. Elle aussi va faire son petit baluchon, puis elle va quitter, mais elle va prendre la direction inverse. Elle va s'en aller vers l'est, puis on va la retrouver à Halifax. Là, ce qui s'en vient, vous allez avoir de la misère encore. Mais c'est vrai, j'ai une preuve. Croyez-moi tout de suite, ça va aller plus. Donc, on la retrouve à Halifax. Elle est changée. C'est un homme. Elle s'est travestie en homme. C'est pas le seul cas de travestissement dans le monde, là, au 19e siècle. Il y a des cas célèbres. Mais c'est souvent pour obtenir quelque chose. Hein. On en retrouve, ça n'a pas été étudié ici, mais c'est étudié en Europe. Des femmes, pour toutes sortes de raisons, voulaient être dans l'armée et qui vont se travestir comme ça. Donc, c'est sûr que pour se rendre aussi loin, c'est moins dangereux, habillé en homme qu'en femme. En plus, pour se trouver des petits boulots en chemin, il n'y a pas d'argent, ces gens-là. C'est plus facile en homme qu'en femme. Donc, on la retrouve à Halifax, mais elle ne redevient pas une femme, là. Elle reste en homme et elle se fait embaucher par une grosse compagnie de pêche. De pêche. Donc, elle se fait embaucher comme marin pour la pêche en mer. Elle va rester à Halifax en homme 15 ans. Et elle va changer de patron. Elle va, les dernières années, elle va être embauchée par une compagnie d'Angleterre qui fait la navette Liverpool-Halifax avec des marchandises et des passagers. Et ça veut dire que notre petite Louise de Louisville, aujourd'hui, va mettre le pied en Angleterre. Avez-vous pensé? Elle ne sait pas lire, elle ne sait pas écrire, elle jamais... Puis, je ne vous dis pas qu'elle a visité l'Angleterre, je vous dis qu'elle a mis le pied sur le quai. Elle ne peut-être pas aller plus loin que ça, là. Mais quand même. Et au bout de 15 ans, elle va partir là, très rapidement de Halifax. C'est dur à croire qu'on puisse vivre 15 ans en homme quand on est une femme. Elle n'a pas laissé de témoignage sur ses trucs, mais il y a des femmes qui en ont laissé. Bon, la première chose que je sais, c'est qu'elle était grande, comme 6 pieds. Elle ne devait pas, mais je le sais, elle n'avait pas de forme féminine trop visible. Hein? Quand on est trop épais, ça passe pas. Ensuite, ce que les femmes vont dire, c'est que bon, les seins, il faut les draper, comme les religieuses le faisaient. Il faut, si on a un écoulement de sang menstruel, il faut dire qu'on s'est coupé. Il ne faut jamais se faire soigner par un médecin. Il ne faut pas avoir d'amis trop proches parce que la proximité ferait qu'on serait découvert. Et il faut parler comme un homme, marcher comme un homme, cracher comme un homme. Et comme elle a suivi, mais chiquet, là, comme elle a suivi son père pas à pas, elle avait probablement développé là, certains talents là, qui venaient de façon assez naturelle. Là. Au bout de 15 ans, donc, elle va quitter Halifax, puis on la retrouve en Outaouais. On peut supposer qu'il y a quelqu'un qui a découvert le secret. On la retrouve en Outaouais dans les camps de bûcherons. Bûcherons. En or, évidemment. Pendant encore une quinzaine d'années. Mais là, on sait que le malheur a fait que dans un camp où elle travaillait, il y a 2 hommes de son village natal qui se sont retrouvés là et qui l'ont reconnue. Elle a dû se sauver
parce que c'est extrêmement dangereux là, de se retrouver dans un camp de bûcheron là, en tant que femme. Elle s'est sauvée, elle s'est retrouvée à Montréal. Là, elle a le début de la soixantaine. Je suppose qu'elle va être fatiguée. Fatiguée de se cacher, fatiguée de faire une vie comme ça aussi compliquée. Et elle va prendre une décision, c'est de retourner dans son village natal. Elle va prendre le bateau à vapeur, elle va débarquer à Louisville. C'est le jour, elle va se cacher jusqu'à la noirceur. Quand il va faire noir, elle va aller frapper à la porte du presbytère. C'est un nouveau curé, il ne la connaît pas. Me semble d'y voir la face quand elle va y raconter qui elle est. Mais il va être gentil, il va l'accueillir, le temps qu'elle se débrouille. Et là, ils vont se mettre à négocier. Il veut qu'elle s'habille en femme. Elle refuse catégoriquement de s'habiller en femme. Et il va aller jusqu'à la menacer de lui interdire d'entrer à l'église. Elle est très pieuse, très croyante. Donc, ça va jouer pour qu'elle accepte de porter. Et là, ils vont arriver à un compromis. Elle va continuer à s'habiller en homme, mais elle va porter une jupe courte par-dessus ses habits de noces. Elle va marquer son sexe, mais elle va pouvoir continuer à vivre comme elle voulait. Là, elle va sortir dans le village. J'essaie d'imaginer l'impact. Vous savez, je trouve que Louise, parce qu'elle va mourir de vieillesse, là, personne ne va l'assassiner, ça reste un beau cas de tolérance dans son village. Parce que des fois, c'était pas très tolérant. J'ai l'exemple à peu près à la même période dans un autre village d'une petite fille, disons, différente, qui a été lapidée. C'est-à-dire qu'on l'a tuée à coups de roche. Alors, c'est difficile d'être plus différente que ma Louise. Donc, je ne dis pas que les gens n'y a pas d'être, là, mais elle va... Et il y a quelqu'un qui va la prendre en pitié, qui va lui offrir d'aller rester dans une cabane sur sa table. Elle va devenir amie avec cette famille-là, elle va passer des soirées avec eux. Il y en a des histoires à raconter, hein, ça fait... il n'y a pas de télé à l'époque, là. Elle joue de la flûte, bon, elle fait toutes sortes de choses. Plus tard, elle va déménager parce que un de ses frères va lui offrir de rester aussi sur une petite cabane sur sa table. Il faut qu'elle gagne sa vie, une femme forte là, quand même. Et on va l'embaucher au récolte l'automne, mais à un moment donné, elle va comme développer sa spécialité, c'est la pêche à l'anguille. L'automne, elle va s'exiler toute seule sur le bord du lac Saint-Pierre, elle pêche l'anguille, elle fait sécher, elle met ça dans les barils, elle met ça au village, au marché. J'ai regardé dans les recensements, elle va devenir le plus gros pêcheur commercial de Louisville, de son village, et le deuxième pêche pas la moitié de ce qu'elle pêche. Donc, c'est vraiment le pêcheur du village. Elle va à la messe quand elle est là. Et vous savez, à l'époque, là, quand les gens se voyaient une fois par semaine, là, alors, quand à la sortie de la messe, les hommes d'un bord, les femmes de l'autre, elle prend le bord des hommes et elle raconte des histoires de pêche, elle tire du poignet. Il l'acceptait. Je ne dis pas qu'il riait pas d'elle, mais elle pouvait aller parler avec eux autres un peu. Et elle va décéder assez âgée. Évidemment, avec une vie comme ça, on est en droit, c'est naturel de se poser des questions sur son orientation sexuelle. Parce que là, c'est pas pour réussir quelque chose, c'est une vie entière envers et contre tous. C'est, d'après moi, clair que si c'était aujourd'hui, c'est quelqu'un qui serait opéré pour changer de sexe. C'est clairement ça, ça fait partie de ces gens qui ont l'impression que leur corps les trahit. Ils ont un sexe dans leur tête, ils ont un corps d'un autre sexe. Est-ce que c'était une lesbienne? J'en sais rien. Mais elle fait partie des femmes sur lesquelles il y avait, vous savez, deux petites lignes dans mes histoires. Là. Juste quand j'ai lu comment c'était cruel ce qui était écrit, j'étais très intriguée. Le dernier recensement avant qu'elle décède, elle cohabite avec une autre femme. Mais ça ne veut rien dire. Je ne peux pas dire rien là-dessus. Quand elle va décéder, elle va être enterrée sous le prénom de Louise, là, comme une femme, une cinquantaine d'années plus tard, il y a un petit journal régional qui va interviewer des gens qui l'ont connue quand eux étaient petits. C'est assez intéressant de lire ce qu'ils vont dire. Les enfants étaient terrorisés par cette personne-là. Et il raconte que quand il était petit et qu'elle n'était pas là, il allait tourner autour de sa cabane.
et il regardait par le châssis. Ce qu'il y avait à l'intérieur. Là, on a une description de sa cabane. Alors, il y avait un lit, une table, 2 chaises, un poêle, mais surtout, sur tous les murs étaient accrochés ce que les enfants appellent des sabres, des pièges, toutes sortes d'armes pour la chasse, puis tout ça, ce qui leur faisait extrêmement peur. La chance, c'est qu'il y a une photo de lui. Attention. Donc, ça ici, c'est pas de la barbe, là. C'est ça, son habit de marin. Ça, c'est un collet haut comme ça, vous savez, là. C'est sa flûte. Bon, les cheveux courts. La peau de quelqu'un qui a travaillé dehors toute sa vie. Vous êtes trop loin, mais c'est l'œil bleu, moi, que j'ai toujours appelé l'œil marin. C'est un bleu pâle, on a l'impression qu'il voit au-delà des mers, des grosses mains. C'est vraiment un personnage. Cette photo-là, elle est conservée aux Archives nationales du Québec à Montréal. Et elle est très particulière parce qu'elle a un endos, que ça ne servait à rien que je vous montre. Sa vie est écrite à l'endos, style télégramme. C'est vraiment particulier. Ça donne une belle base, parce que ça ne veut pas dire que c'est tout vrai. Mais à partir de ça, on peut chercher. On sait où, quoi chercher, vérifier, puis tout ça. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de documentation sur elle. Là. Donc, cette photo-là, elle est dans mon livre, mais elle est parue dans un autre livre avant. Un livre qui a été écrit par des archivistes. Comment traiter les photos. Comment conserver, traiter, analyser, comprendre des photos. Et le hasard a fait que j'ai rencontré l'auteur il y a 2 ans, il y a 1 an à peu près. Mon livre était sorti, il avait vu mon livre. Il me dit, est-ce que tu l'as trouvé parce que tu as trouvé la photo? J'ai dit, je suis vraiment désolée, là. Et j'ai trouvé elle, puis j'ai trouvé la photo après, merci beaucoup. Mais il était vraiment, parce que eux ont utilisé ce qu'il y avait dans l'endos, mais ils n'ont pas cherché plus loin, mais c'est déjà un bien extraordinaire d'avoir une photo comme ça, de savoir que c'est une femme, que c'est pas un homme. Donc, c'est vraiment la vie la plus excentrique que j'ai trouvée parmi mes femmes. Alors, vous voyez ce que je vous disais au début, il y a des choses, on dirait, presque éternelles, d'autres qui changent beaucoup. Moi, en tout cas, j'ai fait un beau voyage avec ces femmes-là. Ma belle-sœur me téléphonait de temps en temps, là, j'ai travaillé une par une, elle me disait, c'est qui ta petite amie imaginaire, cette année? Il y en a que j'adorais, il y en a que j'aimais un petit peu moins, je trouvais pas mal gâtés. Mais c'est pas grave, j'ai fait un beau voyage avec eux autres, puis j'espère que je vous en ai fait faire un, pas pire. Mais merci parce que vous êtes très, très vivantes, tout ça. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Moi, j'en ai une. Oui. Cette dame-là, elle devait être très, très grande. J'ai l'impression qu'elle était grande. Ben, pour l'époque, parce que les gens étaient plus petits. Les gens étaient plus petits. Là. À l'époque, là, la moyenne, je pense que la moyenne pour les hommes, c'était 5 pieds 3. Fait que ça mesurait 5 pieds 5, ce qui était très, très grand pour une femme. 5 pieds 4. Oui. Non, c'est un collet. Oui? Moi, j'aimerais ça savoir si, à partir de quand il y a eu des journaux, peut-être, relativement à ça, dans le rapport. Hein? Des journaux que je peux consulter pour lire et tout ça. Des journaux, il y en a depuis, au Québec, là, à peu près, je pense, 1776, je pense. Il y en a des journaux. Oh, oui. Oui, il y en a des journaux, puis ils sont numérisés pour la plupart. Hein? Ils sont numérisés pour la plupart, on peut les consulter assez facilement, il suffit d'avoir une patience d'ange. Puis ça dépend des journaux. Les journaux sont très personnels, je vous dirais. Ça dépend à qui appartient le journal, ce qu'il y a dedans. On voit dans les journaux, tout à coup, là, le propriétaire, il y a une idée fixe. Là, il m'a parlé toujours de la même affaire. Mais ça, c'est intéressant, des fois, ça ne l'est pas. Mais les journaux sont très politiques. Mais pour le reste, pour les dadas alentours, là, j'ai vu, il y a un journal, les courses de chevaux, là, au 19e siècle, là, ça avait l'air de maladie. Le Québec était à feu et à sang avec les patriotes. Là, il y avait toujours le petit entreprise. Il va y avoir une course de cheval à Trois-Rivières. Bien qui continue. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui? Comment coûtait une distance pour avoir... Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais souvent, je me préoccupe plus ou moins de ça parce que pour comprendre ce que ça veut dire, le prix, il faut connaître les autres prix.
Je vais vous donner un exemple très présent. Là, des fois, on a des trucs aux nouvelles, ils nous disent ah, c'est épouvantable, ils donnent juste 32 pièces par mois. Combien ça coûte le loyer? Non, c'est juste. Moi, S'il coûte 40 ou s'il coûte 2, je ne sais pas, mais je n'ai pas fouillé parce que ça m'aurait pris toutes sortes de comparaisons pour savoir si c'était extrêmement cher ou pas. Toi, tu as demandé juste par rapport à si tu payais, tu avais quelque chose de faire. Il fallait qu'ils disent oui, puis après tu payes. Il fallait qu'ils disent oui, puis après tu payais. Oui? Moi, tantôt, tu as parlé des tripes de terre. Est-ce que tu peux... Les tripes de roche. Les tripes de roche, c'est des champignons qui poussent sur les roches. Je ne savais pas comment j'ai cherché sur WhatsApp. Je suis contente de partager ma science. Oui? Sur les femmes autochtones, Oui? J'en ai une. il y en avait une que je voyais à Québec en 1791. C'était la première fois que les hommes autochtones avaient le droit de vote. Les femmes autochtones, eux autres, c'était les seuls qui votaient. J'ai lu beaucoup d'histoires sur ça. C'est étonnant, l'incroyable importance qu'ils avaient. Dans leur communauté. Et le respect dont ils avaient aussi. Marie de l'Incarnation a dit qu'elle a les femmes de chez nous qui ont habité chez les Sauvages. Je n'ai jamais entendu d'eux autres les ignominités que les François faisaient subir aux femmes de chez nous. Ils étaient toujours respectés. Les femmes amérindiennes étaient plus respectées dans leur communauté, ils participaient aux décisions et tout ça. Puis la façon dont les hommes blancs les traitaient, là, comme leur faire des bébés puis s'en aller, là, ils vivaient en concubinage et tout ça. Pour les hommes blancs ici, c'était on va avoir du fun, là. Tandis que là-bas, c'était la façon de vivre. C'était les gens vivaient ensemble, par exemple, de commun accord. Puis quand ils se séparaient, ils se séparaient. Fait que, à l'intérieur de leur communauté, on ne peut pas dire qu'elles étaient égales, mais elles étaient respectées pour certains aspects bien considérés. Mais c'est le mixage du monde des Blancs avec le monde des Amérindiens qui a donné des affaires. Mais j'en ai une amérindienne dans mes petites histoires, mais ça s'en vient, c'est dans ma deuxième version de conférence que je vais parler de l'amérindienne, mademoiselle Missinagoqua. Qui est toute une entêtée, celle-là aussi. Mais j'en ai une qui est vraiment, là, qui fait preuve d'un entêtement sans bas. Une vie compliquée, épouvantablement. Mais c'est parce qu'en Mauricie, il ne faut pas se tromper, ça doit être pareil ici. Il n'y avait pas tellement d'Amérindiens qui traînaient. Il n'en voyait pas. C'est assez particulier qu'il y en ait une, à ce moment-là, qui a fait sa vie parmi les Blancs, avec tous les préjugés qu'on pouvait avoir. Je peux juste vous raconter que quand on parle de son mari, elle a épousé un seigneur. On parle du seigneur, du Chili, puis tout ça. Puis quand on parle d'elle, on dit de la sauvagesse. Et il y a un auteur qui a travaillé sur elle il y a peut-être 10-15 ans, là, de certains traits de personnalité, et il écrit encore la sauvagesse. Là, il y a un plus gros problème encore. Il y a d'autres questions? Ça va? Ben, je vous remercie. S'il y en a qui veulent mon livre, j'en ai amené quelques-uns. Ils sont là. Merci beaucoup.